Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Bonsoir Xavier Rematet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'Institut de la mode de l'IFM. On va dire que l'IFM, c'est ce qui veut la plus grande école, enfin en tous les cas c'était votre souhait lorsque vous avez été nommé il y a 3 ans, la plus grande école au monde de la mode. Mais vous êtes en même temps, vous avez fait défiler parce qu'il y a la Fashion Week, vous avez vu votre propre défilé qui ouvre justement cette Fashion Week. Ce qui est Fashion Week, je crois, qui est clos mercredi. Aujourd'hui, il y avait le défilé de Louis Vuitton qui était très attendu. On en dira un mot parce qu'il y a quand même Pharrell Williams, le chanteur, qui va devenir directeur artistique de Louis Vuitton Homme. On voit bien que ça bouge beaucoup dans ce secteur, dans l'industrie de la mode. Est-ce que cette Fashion Week de Paris, pour vous, est un succès ? Alors c'est évidemment trop tôt pour le dire parce qu'on n'est pas... Oui, il reste encore Chanel aussi, des grands noms. Maison, mais objectivement, je crois que Paris est la capitale de la mode. D'abord parce qu'on a les plus grandes marques de mode basées à Paris, et ensuite parce que la Fashion Week de Paris, c'est la plus prestigieuse au monde. Oui. Il y a Milan quand même aussi, où il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses à Milan, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les 2 plus grandes Fashion Week, c'est Paris et Milan. Mais Paris, il y a plus de défilés qu'à Milan. Il y a plus d'activités commerciales parce que derrière c'est comme le oui, c'est du business, c'est pour ça que vous êtes là. Il y a énormément de business qui se fait à Paris. Il y a plus de journalistes, il y a plus de défilés. Et puis on le voit, les jeunes designers, quand ils ont envie de défiler, ils viennent à Paris parce qu'ils savent que c'est là où il y a l'ampleur et la visibilité la plus importante. Donc, c'est un succès. S'il fallait la caractériser, parce que tout le secteur de la mode, enfin lorsqu'on voit l'évolution des cours de bourse et l'évolution des bénéfices, on voit que le secteur du luxe rencontre un succès absolument incroyable. Mais il s'est quand même passé une crise économique. Avant, il s'est passé la crise de la Covid. Est-ce que ça a influencé un peu sur la Fashion Week et sur la mode ? Je me souviens que pendant la crise du Covid, on disait ça y est, le monde de la mode va être totalement transformé, plus rien ne sera comme avant. Or aujourd'hui, les choses sont reparties comme avant et de façon beaucoup plus forte. On avait dit il y aura plus de défilés de mode, il y aura moins de collections, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de défilés et les collections ne cessent de se renouveler. On a oublié une chose qui est le business de la mode. Il est bâti sur quoi ? Sur la désirabilité. C'est-à-dire qu'on a envie de s'acheter un vêtement quand il est nouveau et qui correspond à l'heure du temps. Et donc aujourd'hui, pour montrer la désirabilité, on défile parce que le défilé, c'est la façon de présenter le travail des créateurs de mode. Et donc aujourd'hui, ces défilés, ils ont pris une ampleur supplémentaire parce qu'avant le Covid, c'était des défilés physiques. Pendant le Covid, c'était des défilés digitaux. Et maintenant, ce sont des shows audiovisuels. C'est-à-dire que ce sont des shows qui sont retransmis sur les plateformes, ouverts au public et qui ont une résonance mondiale. Et donc je crois que le Covid n'a fait qu'amplifier un phénomène, démultiplier un phénomène et qui porte le succès des entreprises de luxe que vous avez mentionné tout à l'heure. En même temps, on en parlait à l'instant, la France va défiler demain, on sera dans la rue largement. Question sur les retraites, mais aussi la question de pouvoir d'achat. Est-ce que on a l'impression qu'il y a deux planètes, quoi. Enfin, il y a la planète de la mode avec des succès incroyables, et puis de l'autre côté, les Français qui se battent pour trouver de quoi manger sans subir cette inflation énorme. Comment on peut gérer, une société peut gérer ce hiatus ? D'abord, dans toutes les sociétés, il y a du haut de gamme et du bas de gamme, ce qui se porte aujourd'hui le moins bien, et on le voit bien d'ailleurs dans la distribution de la mode, avec la multitude des entreprises qui malheureusement sont obligées de fermer. Les Camaïeu et autres. Donc, les Camaïeu et autres, il y a aujourd'hui un effet de sablier. C'est-à-dire que le haut de gamme se porte très bien, et le bas de gamme tiré par les prix se porte très bien également. Et donc je crois qu'il faut considérer qu'avoir des champions mondiaux en France, c'est une très bonne chose pour l'économie française. Je rappelle quelques chiffres. C'est 3% du PIB. 3% du PIB, c'est plus que l'automobile et l'aéronautique réunis. C'est le 2e contributeur à la balance commerciale aux exportations françaises. C'est 1 million d'emplois. 1 million d'emplois directs et indirects. Je ne parle pas simplement des LVMH, des Kering et des Chanel. Je parle de la mode en général. Et donc, il ne faut pas focaliser le monde de la mode uniquement sur le luxe. Le luxe, c'est à peu près 10% de la consommation de la mode. 90%, c'est l'habillement. Or, l'habillement, comme l'alimentation, c'est une donnée qui est une donnée absolument indispensable au comportement quotidien des Français. Or, l'habillement, les tendances, ce que vous portez, ce que je porte, même si ce ne sont pas des grandes marques, il est aujourd'hui influencé par la création, par l'air du temps qui est véhiculé par les grandes marques. Donc les grandes marques ont un effet qui est un effet, je dirais, d'anticipation et d'attractivité pour l'ensemble du secteur. Et donc c'est là où je pense que le monde de la mode dans son ensemble
a aujourd'hui un poids économique extraordinairement important et ancré dans le comportement quotidien des Français. Et qu'est-ce qui a changé dans les défilés? Alors, l'aspect de la digitalisation, comment dire, la médiatisation, sont vus des shows. Ce sont des shows, c'est des énormes émissions audiovisuelles, filmées, et dans lesquelles les défilés font l'objet d'une mise en scène qui n'existait pas avant. Ce ne sont pas simplement des mannequins qui défilent en portant des vêtements. Il y a aujourd'hui un décor, il y a une musique, il y a une scénographie qui fait que, et d'ailleurs les scénographes des défilés de mode, pour les plus grands d'entre eux, sont des gens qui ne viennent pas de l'univers de la mode, qui viennent de la scène en général. Les musiciens qui travaillent sur la musique des shows sont des musiciens qui viennent de l'industrie musicale. D'où d'ailleurs Pharrell Williams. Ah ben justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'évidemment, on est tous en train de se dire, ça a été quand même un coup formidable, mais un coup qui a mis longtemps à être tiré, parce que c'est difficile de trouver un directeur artistique. Donc le coup médiatique incroyable de nommer Pharrell Williams à la tête de Louis Vuitton, homme, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui venez de la mode et qui êtes dans la mode? Est-ce que c'est un coup médiatique ou il y a quoi derrière? Non, d'abord, il y avait une tendance qui est une tendance de plus en plus. Et Louis Vuitton a eu un designer qui malheureusement est décédé. Et qui ne venait pas du monde de la mode, il était architecte, et donc il a impulsé une tendance qui est une tendance avec un regard extérieur au monde de la mode. Et avoir des gens qui viennent de l'industrie culturelle ou artistique au sens large montre bien qu'il y a des influences croisées entre l'art en général, la musique, le cinéma, l'architecture et la mode. Tout ça ce sont des influences créatives et un regard qui va permettre, je crois, d'enrichir les collections de Louis Vuitton. Et le fait que Pharrell Williams, qui a déjà eu quelques expériences dans la mode, il a eu des collaborations avec d'autres maisons. Oui, et puis il avait déjà collaboré avec Louis Vuitton. Il a déjà collaboré avec Louis Vuitton, il a développé une ligne de lunettes. Donc le fait que des personnalités de cette nature venant d'industries qui sont différentes apportent un regard à la mode, je pense que ça va enrichir considérablement la mode et lui donner une dimension qui est une dimension culturelle, artistique et une dimension de la rue, ce qu'on appelle le street fashion, encore plus importante que ce qu'elle a aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant aussi, j'ai plein de questions à vous poser, mais quand même, la mode est à l'assaut aussi, l'industrie de la mode, des NFT. Ça complète, c'est l'étape d'après, c'est quoi? C'est pour être dans le coup, encore une fois? Non, je pense que la mode aujourd'hui, elle est pionnière sur une multitude de domaines. Ouais. Et donc, évidemment, tout ce qui est ce qu'on appelle le Web 3.0, c'est-à-dire les métaverses, les NFT, etc., sont des domaines qui sont des domaines dont la mode s'empare, d'abord pour les tester, parce que ça correspond aujourd'hui à cette logique d'innovation. Il faut que la mode soit pionnière et innove dans tous les domaines. Pas simplement dans le domaine, on va dire, des collections, mais dans l'accès à ces collections. La mode a été très innovante dans le secteur du digital. Elle est aujourd'hui très innovante dans le secteur de tout ce qui est réseaux sociaux et communication sur les réseaux sociaux. Et par définition, elle sera très innovante dans tout ce qui concerne le Web 3.0, donc les NFT et les métaverses. Quand on a parlé de Pharrell Williams, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des égéries dans les défilés qu'on voit au premier rang, évidemment, mais aussi qui portent pour des parfums, pour la promotion. Est-ce que c'est très rentable, entre guillemets? Est-ce qu'il faut absolument avoir, je sais pas, une Jennifer Lopez ou d'autres, enfin toutes les actrices sont devenues des égéries? Alors déjà, ça a toujours été le cas, hein, c'est-à-dire oui, mais là c'est de plus en plus. Dans l'histoire de la mode. Bon, maintenant, ce qui a changé, c'est la nature des égéries. Il y a de moins en moins d'actrices et il y a de plus en plus d'influenceuses. Et il y a notamment de plus en plus de personnalités que vous ne connaissez pas et que je ne connais pas, mais qui ont une notoriété avec un nombre de followers très important sur Instagram et qui sont des stars, par exemple, coréennes. La Corée est très forte dans ce qu'on appelle la K-pop. Je sais, j'ai les noms devant moi, mais je vous laisse les prononcer. Voilà, non, je ne pourrais pas les prononcer mieux que vous, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'influence, et notamment au travers de personnalités qui ont des réseaux sociaux extrêmement importants, c'est le nouveau territoire d'expression de la mode. Et oui, c'est extrêmement rentable, parce que quand vous avez une influenceuse de grande renommée coréenne que tous les jeunes connaissent aujourd'hui et qui est au premier rang d'un défilé, ça fait le tour du monde, et donc ça correspond à une image, une notoriété, une publicité pour les marques qui est très importante et qui finalement n'est pas très cher. Deux questions rapidement, parce qu'il faudrait quand même qu'on dise un mot de l'IFM. Hein. Lorsque vous voyez que Aya Nakamura, donc elle était égérie Lancôme, ça veut dire qu'il y a un petit peu la diversité aussi qui est rentrée un peu dans le monde de la mode et dans les défilés cette année d'une manière un peu plus forte. Oui, mais la tendance à la diversité, la mode, ça doit être l'expression de la diversité des publics auxquels
d'où elle vient, la rue, et auquel elle se destine. Et donc la diversité aujourd'hui, elle est consubstantielle à l'industrie de la mode et on la voit beaucoup sur les podiums et dans les égéries. On s'en souvient, il y a un défilé qui était très attendu et pour cause, c'est Balenciaga qui avait effectivement fait une com un petit peu difficile avec des enfants. Enfin, on ne va pas forcément revenir là-dessus. Mais ce qu'ils ont expliqué, c'est que du coup là, ils allaient revenir sur les vêtements, se concentrer. Je dirais, s'il n'y avait pas grand monde dans leur défilé, ça veut dire que la mode peut aussi un peu péter les plombs, pardon. Oui, je pense que c'est comme toutes les industries, à partir du moment où il n'y a plus de limites pour les directeurs artistiques ou pour une marque qui considère que tout est un territoire d'expression, même ce qu'il y a de plus contestable, alors on franchit les limites. Et aujourd'hui, le fait que hier dans le défilé, cette marque soit revenue à ce qu'ils appellent le tailoring, c'est-à-dire la forme et le vêtement, veut dire qu'il faut se recentrer quand même sur ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est quand même des vêtements qui sont des vêtements qui doivent être portés par... Est-ce que ça attire? Vous reviendrez nous voir sur l'Institut français de la mode, parce que là, on n'a plus le temps. Xavier Rematin, mais il y avait beaucoup d'actualités sur la Fashion Week. Juste, est-ce que ça attire beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants? 1200 étudiants, 78 nationalités. Ouais. Donc aujourd'hui, on est en passe de devenir une école de mode de référence mondiale. Ouais. Avec l'envie, ça débouche sur quelque chose. Il y a de l'apprentissage. 93% des étudiants ont un emploi et on a 350 apprentis. Donc oui, les marques qui ont voulu cette école jouent le jeu de l'apprentissage et de l'employabilité des étudiants qui sortent. Merci beaucoup, passionnant. Merci Xavier Rematin d'avoir été avec nous, donc le directeur général de l'IFM, l'Institut français de la mode. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. On se retrouve bien sûr demain. Demain, on parlera de cette manifestation. Ça sera un face-à-face entre François Omry, le président de la CFE-CGC, face à lui, Stéphane Manigol, la grande gueule de la restauration. Bonne soirée, tout de suite, Tech & Co.